Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce séminaire de recherche aujourd'hui. Donc, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui Philippe Benjanda, qui est chercheur au Fonds monétaire international, FMI. Je tiens à souligner aussi que c'est une des premières activités que le GREDI co-organise avec la chaire en fiscalité et finances publiques. Donc, quelques mots sur Philippe avant de commencer. Je le connais depuis un grand nombre d'années, mais ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. Donc, on a étudié ensemble en sciences économiques à l'Université de Montréal au courant des années 2000. Et ensuite, Philippe est passé du côté du doctorat à l'Université Berkeley en Californie. Et il a terminé sa thèse en 2011. Maintenant, je n'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations sur le web. Sûrement qu'il y a beaucoup de missions top secrètes où elle peut divulguer les informations. Donc, elle est publique, donc il y a une page de Google Scholar avec toutes les citations. Et donc, Philippe une expertise sur de vastes sujets, donc en passant par les finances publiques, les changements climatiques, la taxation, le gain macroéconomique de l'équité des genres, commerce international, et j'en passe, plusieurs d'autres expertises. Aujourd'hui, sa présentation va porter sur la Finlande, une analyse d'une réforme fiscale sur l'impôt sur les salaires. Donc, la parole est à toi, Philippe. Et donc, si vous avez des questions, levez votre main. Ça va un plaisir de vous répondre. Merci, Jean-François. Merci tout le monde. Merci pour l'accueil et l'opportunité de présenter mon papier. Donc, comme vous voyez, le titre, c'est le papier porte sur une analyse de réforme optimale de l'impôt sur les salaires, puis avec une application pour la Finlande. C'est sûr que la réforme de l'impôt en Finlande, c'est peut-être pas le sujet le plus urgent au Québec. Par contre, un des objectifs de ma présentation, c'est de démontrer l'intérêt et un peu les capacités du cadre théorique et empirique pour répondre à des questions de politique fiscale appliquée. Puis d'ailleurs, on a appliqué ce modèle et l'approche dans d'autres pays. On vient d'avoir un exercice avec la Roumanie il y a quelques mois. Donc, c'est un cadre théorique et empirique qui peut être adapté puis utilisé dans différents contextes. Donc, un aperçu rapide de la présentation. Donc, les questions et les politiques auxquelles on veut s'attarder aujourd'hui, c'est la première grande question, c'est de savoir si le niveau de redistribution des revenus en Finlande est optimal, étant donné les contraintes auxquelles la société et le gouvernement finlandais font face, et en termes aussi des préférences des Finlandais. Donc, le système qu'ils ont, est-ce qu'il est optimal? La deuxième question, c'est on se pose la question à savoir si les incitatifs au travail peuvent être améliorés. OK, donc on revient. Donc, la troisième grande question qu'on va se poser, c'est on va tenter d'estimer les gains potentiels d'une réforme optimale en termes d'offres de travail, en termes de revenus et en termes d'utilité sociale. Donc, la prochaine section, je vais m'attarder rapidement aux détails du modèle finlandais, modèle fiscal finlandais, d'imposition, de taxes et de transferts. Ensuite, je vais vous offrir une description du modèle de Merlis, qui est un modèle d'imposition optimale. Ensuite, je vais décrire la méthodologie qu'on utilise pour appliquer le modèle, l'opérationnaliser, des sources de données. Ensuite, on va regarder les résultats de l'analyse en termes de paramètres de réforme, d'impact économique.
puis ensuite un résumé des recommandations qu'on avait présentées aux autorités finlandaises à l'époque. Donc, la Finlande a atteint un compromis enviable, très enviable en termes d'équité et d'efficacité. Donc, ce qu'on voit dans le nuage de points ici, c'est que, bon, la Finlande, c'est pas nécessairement le pays le plus riche en termes de PIB par habitant. Par contre, parmi les pays qui ont un PIB plus élevé que la Finlande, on ne peut noter que le Danemark et l'Islande qui ont atteint des niveaux de revenus plus élevés avec un même taux d'inégalité. Désolé, Philippe, interruption, problème technique, le partage. OK, bon, on va y arriver. OK, donc il n'y a que le Danemark et la Finlande, bon, il y a la Norvège aussi, mais ils sont chanceux avec leur pétrole. Donc, il n'y a que le Danemark et la Finlande qui ont des niveaux de revenus plus élevés avec un niveau d'inégalité qui est mesuré par le Gini aussi bas. Donc, le modèle nordique, qui est un modèle social, fiscal, économique, qui, beaucoup un peu comme le modèle québécois d'ailleurs, repose sur des niveaux d'imposition élevés, des niveaux de services publics et d'assistance sociale qui sont très généreux. Par contre, ce qui est important pour les pays nordiques, pour la Finlande en particulier, c'est que ce modèle demeure soutenable. Puis, pour s'assurer que de la soutenabilité du modèle social et fiscal finlandais, il faut que le système de redistribution soit structuré de façon à optimiser l'efficacité économique. Puis, qu'est-ce que je veux dire par l'efficacité économique? C'est de s'assurer que les désincitatifs au travail qui sont inhérents à tout modèle d'imposition soient minimisés pour favoriser la participation au marché du travail et l'effort de travail. Donc, on va continuer un peu l'exploration du système. La Finlande a de généreux transferts pour les ménages à faible revenu. Donc, quand on compare certaines mesures de la générosité des transferts, on voit que la Finlande se positionne avantageusement parmi les pays de l'OCDE. Donc, ici, la mesure que je montre, c'est une sorte de revenu garanti minimum. Ça inclut des transferts en argent qui, dans bien des cas, sont reliés à la famille ou la présence des enfants. Il y a aussi des transferts pour le soutien au loyer qui sont assez importants. Puis, en moyenne, les ménages finlandais peuvent recevoir environ 40% du revenu médian moyen, simplement en termes de transfert et d'assistance publique. Donc, ces transferts très généreux font en sorte que le taux de pauvreté en Finlande est très bas, à 6%, ce qui est la moitié de la moyenne parmi les pays de l'OCDE. Par contre, l'envers de la médaille d'un système comme ça, qui est très généreux, c'est que ça nécessite des taux d'imposition très élevés. Pour les ménages qui reçoivent en particulier ces transferts-là, ces ménages-là peuvent faire face à ce qu'on appelle une taxe à la participation très élevée. Donc, taxe à la participation, c'est un calcul qui prend en compte les impôts qui doivent être payés sur une personne qui décide de joindre le marché du travail, ainsi que la perte de bénéfices auxquels elle serait éligible, mais qu'elle va perdre ou qu'il va perdre parce qu'elle a commencé à travailler. Donc, c'est possible d'avoir un calcul de ce taux de taxe à la participation moyen. Puis on voit que dans le cas de la Finlande, bon, ces programmes généreux de transfert résultent aussi en des incitatifs assez importants à la participation. Excuse-moi. Oui. Quand tu demandes un emploi, là, dans le graphique de gauche, ouais. C'est un emploi au salaire moyen? Oui, c'est ça. Donc, le défi ici, c'est d'avoir une mesure qui résume là, toutes ces dimensions-là. Je pense que ces calculs-là ont été faits avec un emploi à temps plein qui gagne le salaire médian. Puis, ça dépend aussi du statut de ton conjoint, de ta conjointe, etc. C'est bon. Donc puis c'est ça. On voit que la contribution de la taxe vient du côté de l'impôt et de la taxe à la consommation, et aussi la perte des bénéfices. Donc, à l'autre bout de l'échelle, ici, à l'autre bout de l'échelle, on voit au sommet là, de l'échelle des revenus, on voit que, encore là, la Finlande se distingue par des taux élevés,
donc le taux marginal maximal est tout près de 70 %. Donc ça inclut l'impôt sur le revenu des particuliers, ainsi que les contributions sociales et la taxe de vente qu'on assume qui est simplement proportionnelle au revenu. Donc quand on additionne tout ça, pour $1 ou €1 de plus que je gagne dans mon travail, je ne peux qu'en garder que 30 sous. Donc ça, c'est très élevé. Et ce taux-là s'applique à partir de revenus individuels très bas. Donc, il y a beaucoup de gens qui doivent payer le taux maximal comparativement à la France, où c'est un peu plus bas, mais ça affecte très peu d'individus. Donc, on va continuer de faire du progrès pour arriver éventuellement au modèle. Ici, on passe du concept de taux statutaire à des taux effectifs. Donc, l'idée ici, c'est de prendre en compte tous les programmes de transfert, tous les impôts, tous les prélèvements qui sont faits sur les revenus et sur la consommation. On les additionne tous ensemble pour obtenir un taux marginal effectif. Donc, même si la Finlande a un impôt statutaire progressif, donc les taux marginaux augmentent avec le revenu, en pratique, les taux effectifs sont plutôt plats. Puis, ce qu'on voit, sont à peu près autour de 70 %. Il y a un peu de variabilité dans cette moyenne locale qu'on utilise. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a énormément d'hétérogénéité dans les taux marginaux auxquels les individus font face, particulièrement dans la classe moyenne basse. Donc ça va dépendre, les taux marginaux vont dépendre des revenus du conjoint, la présence de revenus de capitaux, la présence d'enfants dans le ménage, etc. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une large part d'individus qui font face à des taux marginaux qui excèdent 100 %. Donc ça, c'est très pervers comme situation. Ça veut dire que si je travaille, je fais du temps supplémentaire, mon revenu net dans mes poches va diminuer à cause de la perte de transfert. Donc, ça, c'est une situation dans laquelle, en général, on veut éviter. Mais pour pouvoir modéliser le système, on va se concentrer sur la moyenne à tous les niveaux de revenus. Puis, on va utiliser la courbe ici qui représente l'échelle marginale moyenne parmi la population. Ici, Philippe, des cercles, la taille des cercles. Donc les données viennent d'un échantillon de la population, puis c'est le sampling weights, donc ça reflète le nombre d'individus. Donc, les cercles sont plus petits en haut. Donc maintenant, on peut décomposer ici cette courbe moyenne entre les différentes composantes qui entrent dans le calcul des taux marginaux effectifs. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que dans le bas de la distribution, il y a deux facteurs qui sont très importants qui affectent les taux marginaux effectifs. Donc, ici, ce qu'on voit un peu dans la couleur marron ici, c'est qu'on voit que la perte des transferts et des bénéfices, la perte progressive qui est due à ce qu'on appelle le phase-out, ça augmente les taux effectifs. Donc, à mesure que mes revenus de travail augmentent, je perds mon éligibilité à ces montants-là. Et donc, ça réduit mes incitatifs nets au travail. La Finlande a aussi ce qu'on appelle la prime au travail, en anglais In-Work Tax Credit. Et ça a l'effet inverse, ça diminue les taux marginaux. Donc, c'est un transfert qui est donné aux travailleurs qui augmente avec leur niveau de revenu. Donc, ça, ces deux effets-là se contrebalancent d'une certaine mesure. Ici, en bleu, on voit la contribution de l'impôt sur le revenu. Donc, cette contribution-là est très basse en bas. Donc, ça reflète la progressivité statutaire de l'impôt sur le revenu. Donc, à ça, on ajoute les contributions sociales, les coûts également pour le soin des enfants. Et donc, c'est la décomposition pour un individu représentatif. On peut aussi regarder d'une perspective de revenu net. Donc, c'est l'intégrale, si on veut, de la figure que je viens de vous présenter. Donc, qu'est-ce que ça nous révèle, c'est que les paiements d'assistance sociale sont très généreux dans le bas de la distribution. Les gens reçoivent aussi les bénéfices pour le loyer.
Donc, même si un individu n'a pas de revenus de travail, peut s'assurer d'obtenir des transferts d'environ 10 000 euros. À ça, on soustrait la taxe de consommation. Et ensuite, on peut voir comment la contribution des différentes composantes évolue. Et finalement, la dernière tranche qu'on va regarder, c'est la taxe à la participation. Donc, c'est un concept qui est intimement relié au taux moyen de taxation, mais qui permet de mesurer le désincitatif par rapport à la participation de travailler. Donc, si je regarde les possibilités de rester à la maison, de recevoir des transferts d'assistance sociale, des transferts familiaux ou de prendre un emploi, d'aller sur le marché du travail, mais de perdre ces transferts-là, quelles sont mes options? Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que la taxe à la participation est extrêmement élevée dans le bas de l'échelle de revenus. Si j'avais continué à me rapprocher de zéro, on aurait vu que la courbe augmente très, très, très rapidement. Puis, bon, on peut voir quelles sont les différentes composantes. Encore une fois, ici, dans le bas, on voit la prime au travail qui réduit la taxe à la participation, qui favorise la participation au marché du travail. Par contre, il y a encore une fois la perte de transfert, les coûts de frais de garde qui doivent être payés pour les parents qui travaillent. Donc, sur cette diapo, on regarde la distribution des revenus en Finlande. Donc, on va commencer avec la ligne pointillée en bleu ici, qui est simplement une estimée de la densité des revenus qu'on peut observer dans l'échantillon de données auquel on a accès. Par contre, pour l'analyse optimale, on a besoin aussi de savoir quelle est la distribution des revenus potentiels, donc de tout le monde dans la population finlandaise, incluant ceux qui ne travaillent pas et dont on n'observe pas le revenu. Donc ça, c'est ici la courbe en rouge. Puis, donc, c'est un processus d'imputation et d'estimation. Je vais juste dire que le taux de participation en Finlande est de 89 %. Donc, il y a 10 % de la population pour laquelle on n'a pas d'informations sur le revenu parce qu'ils ne travaillent pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va estimer pour cette population ici une autre distribution de revenus potentiels qui est basée sur les statistiques qu'on a sur les taux de participation, le taux d'emploi par niveau d'éducation. Donc, on va utiliser une sorte d'approche d'imputation et ça va nous donner une autre densité, une autre distribution à laquelle on va simplement ajouter. Donc, en rouge, c'est la somme des deux densités. En rouge, ça nous donne la distribution dans la population à laquelle le gouvernement fait face quand vient le temps de déterminer le système d'imposition. L'information sur les maladies chroniques, parce qu'il y a 10%, il y a peut-être parmi les 10%, ouais. Un certain pourcentage qui ne peuvent pas travailler. Ouais. Donc, on exclut les retraités, on exclut les étudiants. Je pense que j'ai été en mesure aussi d'exclure les gens qui sont disabled, d'après l'information de l'échantillon. C'est comme l'échantillon des gens d'âge actif aptes au travail. Oui, exactement. Aptes au travail, 18 à 65. Donc, on se concentre sur la population qui serait potentiellement... Qui peut répondre à des incitations. OK, donc, quelques informations, je pense, qui sont très pertinentes sur cette distribution ici. C'est que, en fait, cette population-là est assez hétérogène, mais ce qu'on découvre, c'est qu'elle est aussi très qualifiée et potentiellement pourrait obtenir des revenus assez élevés, même si on pense que c'est des gens qui sont sur l'assistance sociale et qui reçoivent des transferts gouvernementaux. Donc, quelques statistiques. Le revenu moyen de ces individus ici est de 45 000 €. Puis ça se compare à un revenu moyen de 60 000 € pour ceux qui travaillent. Donc, la différence n'est pas énorme. Il y a 30 % des individus qui ne travaillent pas en ce moment qu'on estime auraient un revenu qui serait supérieur au revenu médian. Donc, parmi les travailleurs, 50 % sont au-delà du revenu médian. Parmi ceux qui ne travaillent pas, c'est 30 %. Donc, encore une fois, c'est une différence énorme.
Et ça indique qu'il y a beaucoup de gens en Finlande qui sont très qualifiés, qui auraient un potentiel de revenu assez important, mais qui restent à la maison pour différentes raisons. Donc ça va être une observation importante qui va nous aider un peu à penser aux réformes optimales. Est-ce que je peux poser une question? Ouais. Juste pour clarifier. Ici, est-ce qu'on parle seulement des revenus d'emploi ou des revenus totaux? On va dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont des revenus de capital, mettons, élevés, puis c'est la raison pour laquelle ils ne travaillent pas? C'est un bon point. OK. Donc, les données, donc il y a plusieurs réponses à cette question-là. Pour l'exercice, je dois calculer les taux effectifs auxquels les gens dans mon échantillon font face. Pour faire ça, on a besoin de l'information sur toutes les sources de revenus. Une fois qu'on a, pour chaque individu, on a le système auquel il fait face, ensuite, on se concentre seulement sur la décision du marché du travail. Donc, il y a plusieurs individus qui ont des revenus de capitaux dans notre échantillon et on les considère comme étant hors marché du travail et potentiellement pourraient joindre le marché. Donc, ça, c'est un élément on est un peu contraint par le cadre théorique. Il n'y en a pas trop dans l'échantillon de la Finlande, mais c'est une distinction qui est importante. Donc, c'est un bon point à faire. Oui. Juste comprendre quelque chose. Au niveau de, quand je regarde le décours, quand on s'y retrouve à environ 100 000 euros de revenus, ouais. On constate que les revenus pour toute la population, les travailleurs, les deux groupes coïncident pratiquement. Est-ce que, à partir de 100 000 euros de revenus, ouais, quelle interprétation qu'on pourrait avoir? Qu'est-ce qui explique Ça veut dire en fait que si on regarde la densité ici, donc la courbe rouge, c'est la somme verticale à tous les points, c'est la somme verticale des deux. Ça veut simplement dire qu'en fait, il y a très peu d'individus qui ne travaillent pas en ce moment qui pourraient gagner au-delà de 100 000 ou 100 000 euros. Donc, il n'y a pas beaucoup de Bill Gates qui ne travaillent pas. Je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais de joueurs de hockey, peut-être. Ouais, parce que 100 000. Oui, c'est ça, 100 000. Alors, on va regarder un peu rapidement le modèle de Mirrlees. Donc, l'objectif du modèle de Mirrlees, c'est le gouvernement tente de maximiser l'utilité sociale. Donc, on va faire une distinction importante ici. L'objectif, ce n'est pas de maximiser les revenus fiscaux, ce n'est pas de maximiser la production ou le PIB, c'est une perspective qui cherche à maximiser l'utilité des individus en agrégé. Donc, ça nous permet de faire des évaluations de politique qui sont basées sur des fondements microéconomiques. Ça permet de quantifier les compromis entre efficacité et équité parce qu'on a accès à l'utilité de chaque individu dans ce problème-ci. Donc, c'est un modèle qui peut être calibré de façon assez, moi je trouve, qui est très satisfaisante, assez précise à différents contextes en termes des élasticités, donc la réactivité des bases d'imposition à différents taux, et aussi en termes de distribution des revenus et autres paramètres. Puis on l'a fait pour la Finlande. Il y a maintenant une très grande littérature sur l'estimation des élasticités de revenus d'emploi, les élasticités de travail au taux d'imposition. Donc, on a beaucoup de données sur lesquelles on peut se baser pour faire des calibrations. Par contre, le cadre théorique a des limites. C'est un contexte statique. Donc, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'investissement de capital, il n'y a pas de capital humain. C'est un équilibre partiel. Donc, les taux de rémunération sont fixes. Et l'hétérogénéité parmi les individus est assez limitée. Donc, les individus ne sont différents qu'en termes de leur habileté au travail. Donc, il n'y a pas de couple en particulier, il n'y a pas de famille ou de considération dynamique, comme j'ai dit. Par contre, une fois qu'on a mis en place cela, ça nous permet de développer un design de politique fiscale très, très, très flexible. Donc, on n'est pas limité à des formes paramétriques. On peut déterminer quelle est la forme optimale d'une échelle de taux marginaux. Puis on va voir pourquoi ça, c'est important. Donc, vraiment rapidement. Donc, les individus maximisent leur utilité, qui est définie en termes de leur consommation et de leur effort de travail, et les travailleurs doivent payer un coût fixe, qui est phi ici,
s'ils décident de travailler. S'ils décident de ne pas travailler, ils n'ont pas à payer ce coût-là. Donc, leur budget, leur contrainte budgétaire et leur niveau de consommation est égal à leur revenu de travail, qui est la rémunération N, fois le nombre d'heures travaillées, moins l'impôt effectif sur leur revenu qu'on laisse libre en termes de paramètres. Donc, phi est un coût fixe. Le niveau d'habileté N a une distribution dans la population, et non seulement parmi les travailleurs, mais dans toute la population, qui est F de N. Et ensuite, ici, T de ZN. ZN c'est la définition, puis ça, c'est un impôt qu'on laisse non linéaire. Les individus qui ne travaillent pas reçoivent un bénéfice, un transfert B, qui est un revenu minimum garanti. Et ensuite, le gouvernement tente de maximiser de son côté cette fonction d'utilité sociale. OK? Donc, il y a deux termes ici importants. Dans l'intégrale, ça veut simplement dire qu'on prend la somme sur tous les individus dans la population. Il y a deux termes ici à l'intérieur des parenthèses. Le premier terme ici, c'est l'utilité individuelle de chaque travailleur, donc qui est exprimé en termes indirects. Donc, tous les travailleurs doivent payer le coût fixe ici. Puis ensuite, le gouvernement a une fonction concave, donc une somme concave de toutes les utilités individuelles. Et ensuite, le gouvernement prend la somme, encore une fois concave, de l'utilité de ceux qui ne travaillent pas. Cette utilité-là est simplement déterminée par le niveau de transfert. Puis ensuite, il y a des poids de social welfare wages qu'on va appeler ici, et on prend la somme sur tous les individus. Donc, le gouvernement tente de maximiser le bien-être de tout le monde en utilisant une somme concave. La contrainte budgétaire du gouvernement sont les recettes, donc l'impôt payé par tous les travailleurs. K ici, c'est la part des travailleurs avec un niveau d'habileté M, moins les transferts qui sont payés à ceux qui ne travaillent pas, 1 moins K, moins la proportion. On prend la somme de tout ça et ça nous donne la cible de revenus auquel le gouvernement fait face. La deuxième contrainte qui est très importante, c'est que les taux marginaux vont influencer l'effort de travail. Les taux de participation vont influencer le degré de participation et le gouvernement doit tenir en compte ces contraintes-là dans le design de ses politiques. Donc, une question. Pour la contrainte, les transferts, je vous enlève ce qu'ils apparaissaient, ou c'est des impôts nets, en fait. Donc, ici, ça cache beaucoup. Il y a beaucoup d'actions qui se passent. Ça peut être négatif, ça peut être positif. Donc, si c'est négatif, c'est des transferts. Donc, on additionne tous les éléments, c'est en termes effectifs, puis il n'y a aucune contrainte sur cette fonction-là. Ensuite, par rapport au niveau d'habileté, donc ça veut dire que techniquement, dans le modèle, l'imposition va survenir pour juste un certain niveau de travailleurs. Donc, on ne va pas imposer tous les travailleurs. Ça serait possible de ne pas imposer tous les travailleurs. En pratique, on se retrouve avec des taux positifs sur tout le monde. Okay. Mais ça, c'est déterminé par la calibration du problème. OK, encore une fois, très rapidement, ça c'est une formule qu'on retrouve constamment dans les littératures. Donc, ça nous dit que le taux marginal d'imposition, qui est la dérivée de la fonction d'imposition T, c'est une fonction inverse de l'élasticité du travail. Donc, N, c'est l'élasticité de l'homme du travail, selon à la marge intensive, en tentant de travailler, le travail. C'est une fonction inverse du niveau. Cette formule nous dit que, toute chose étant égale par ailleurs, elle devrait être taxée à un taux marginal moindre. C'est une fonction inverse, et ça, ici, c'est très important, de la densité ou de la distribution du revenu au niveau M. Donc, s'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans une zone de revenu, comme on l'a démontré ici, donc, dans cette zone ici, ou dans ce niveau de revenu ici, la densité est très élevée. Donc, la formule nous dit que tu voudrais, toute chose étant égale par ailleurs, tu voudrais que les taux marginaux soient les plus bas possibles. Et ensuite, tu as d'autres termes qui entrent en compte ici, ce sont les social welfare weights. Donc, le taux ici, une fois que tu détermines ton taux marginal à un niveau de revenu N, ce taux-là va s'appliquer à tous les gens qui ont un revenu à N et qui excède N aussi. Donc,
on va avoir un poids d'utilité sociale, un social welfare rate qu'on attache à l'utilité que ces gens-là vont perdre si on augmente le taux d'intérêt. Ensuite, ici, c'est l'équivalent un peu de notre élasticité, mais le long de la marge de participation. Encore une fois, on prend une somme. Donc, c'est une équation différentielle. Il n'y a pas de solution closed form, donc ça doit être fait de façon numérique, mais les algorithmes sont assez rapides pour trouver des solutions. Donc, les résultats généraux, rapidement. Donc, l'idée, c'est de trouver le compromis optimal entre redistribution et efficacité économique. Un point très important, c'est qu'en général, les taux marginaux vont avoir une forme en U. Donc, les taux les plus élevés vont typiquement être dans le bas de la distribution. Puis ensuite, ils vont diminuer à mesure qu'on entre dans cette zone où la densité est très élevée. Et ensuite, on va commencer à augmenter les taux à mesure qu'on va vouloir favoriser la redistribution. Donc, un autre résultat, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un impôt négatif. Le système va avoir un revenu garanti minimum. Donc, tout le monde, le gouvernement va vouloir offrir à tout le monde un niveau de revenu garanti auquel on va attacher une prime de travail. Donc, on va vouloir avoir un incitatif au travail. Donc, il va y avoir un montant disponible à ceux qui ne travaillent pas et on va offrir encore plus aux faibles revenus qui décident de travailler. Donc, ça va être le phase-out de ces transferts-là, un phase-out très rapide qui va mener à des taux marginaux très élevés. L'idée, c'est qu'on veut offrir beaucoup aux plus démunis, mais on veut s'assurer que c'est très ciblé et que ce n'est que les résultats, les revenus les plus faibles qui bénéficient de ce transfert-là. OK, super rapidement. On a besoin d'un modèle de micro-simulation. Le CDE en a un qui fonctionne très bien. Ce modèle-là, pour opérationnaliser l'exercice, on prend les règles et paramètres qui nous sont donnés par le modèle. On utilise ça avec un échantillon de données micro, desquelles on peut extraire l'information sur les revenus, la structure familiale. Comme on a expliqué tantôt, on se concentre sur les travailleurs en âge de travail. Ça, c'est la source de données qu'on avait utilisée. Donc, pour chaque individu, par niveau de revenu, on calcule l'impôt et les bénéfices. De là, on peut faire nos hypothèses sur quelles sont les distributions des habiletés dans la population, donc passer du groupe de travailleurs à la population dans son ensemble. Ensuite, on passe à une autre étape où on va estimer la forme particulière que prend les préférences sociales. En particulier, il va y avoir un paramètre d'aversion à l'inégalité qu'on va pouvoir estimer de nos données directement. Il y a l'hypothèse qu'on place sur les élasticités de revenus ici. Puis ensuite, ça va nous donner les résultats de notre analyse en termes de taux marginaux optimaux avec lesquels on pourra calculer le mot m'échappe, des counterfactuals avec différentes réformes. Donc, on utilise des données d'enquête sur les conditions de vie de 2016. On a de l'information sur 25 000 individus, 10 000 ménages. Puis on utilise le OECD Tax Benefit Model pour pouvoir calculer pour chaque individu quels sont les transferts et les taux d'imposition auxquels ils ont droit. On utilise les taux d'emploi par niveau d'éducation et les études empiriques nous permettent de calibrer les élasticités. OK, donc ça, c'est la table de résultats, dans les résultats centraux de l'analyse. Donc, la première colonne ici nous donne une description de haut niveau là, du modèle du système actuel, du système en 2018 en Finlande. Donc, le Out of Work Benefit, ça c'est notre niveau de revenu garanti, c'est de 7 329 € en moyenne. Ça correspond à 36,1 % du revenu médian. Il y a une petite pénalité en termes effectifs qui doit être payée par les gens qui joignent le marché du travail. Puis c'est surtout une conséquence des frais de garde d'enfants qui doivent être payés pour les gens qui travaillent. Puis ça correspond à 1,6 % du revenu médian. Ensuite, on a vu la courbe plus tôt dans la présentation. Ça, c'est les chiffres qui y sont rattachés. Donc,
Au niveau le plus bas de revenu, le premier centile, le taux marginal d'imposition de 64 %, ça monte un petit peu dans les plus bas revenus. Éventuellement, ça va varier autour de 70 % à mesure qu'on augmente le niveau de revenu. Ensuite, on va regarder une réforme où on va faire l'hypothèse que les préférences sociales sont décrites par une fonction d'utilité sociale isoélastique. Donc ça, si vous pouvez vous rappeler, c'est un peu comme une fonction d'utilité qui ressemble à Relative Risk Aversion, mais qui est appliquée à la distribution des revenus. Donc, ce que ça nous dit ici, c'est que, je vais juste trouver les chiffres. Donc, on a estimé un taux d'aversion à l'inégalité de 1,9. Et ça veut dire que le gouvernement valorise la consommation marginale d'un individu qui est au 10e centile 15 fois plus qu'un individu qui est au 90e centile de la distribution. Donc, ça permet de donner une mesure quantitative de cette idée-là de préférence pour la redistribution. Donc, le gouvernement préférerait donner le gouvernement est indifférent entre donner 15 € à quelqu'un au 10e centile et donner 1 € à quelqu'un au 90e centile. Donc, si on fait l'hypothèse que c'est la fonction qui détermine le problème d'optimisation du gouvernement, c'est la réforme qu'on obtiendrait. Donc, on voit que le revenu minimum garanti va décroître d'environ 10 à 15 %. Donc, en termes du revenu médian, on parle de 36 à 30 % du revenu médian. Par contre, la grosse différence, c'est que maintenant, on va avoir une très, très grande prime au travail. Donc, les incitatifs pour les gens qui sont hors marché du travail vont être maintenant beaucoup plus grandes de joindre le marché du travail. Ça va correspondre à environ 14 % du revenu médian. Et ici, ce qu'on voit, c'est que les taux marginaux augmentent de façon très importante dans le bas de la distribution. On passe de 64 à 81. Donc, c'est au-delà de 15 % d'augmentation. Et ça reflète le phasing out de ces transferts. Donc, on s'assure, on donne beaucoup d'argent, on s'assure que cet argent-là diminue rapidement à mesure que les revenus augmentent. On va trouver que les taux marginaux pour la classe moyenne et la classe moyenne supérieure vont diminuer et les taux marginaux maximum, eux, vont rester sensiblement les mêmes. Il y a d'autres configurations des préférences sociales qu'on peut considérer. À l'époque, on avait discuté de différentes hypothèses qu'on pourrait faire sur les préférences du gouvernement. On peut... Une petite question que je ne comprends pas. En fait, le montant qui est indiqué pour le More Tax Credit, c'est un montant, mais c'est un montant qui diminue. Je n'ai pas le taux de la diminution, je vois le résultat. C'est 91, c'est la somme de tous les éléments dans la structure fiscale. Mais donc, le Inward Tax Credit, ça serait pour quelqu'un qui gagne le premier dollar, c'est ça? Exactement, oui. Et après ça, il diminue. Il diminue. On va voir les courbes, puis on va voir les taux. En fait, ça, on manque ici, même à regarder le premier pourcentile, on manque un peu comment l'agressivité du phasing out, c'est très agressif. On peut dire c'est le premier dollar. Premier dollar, oui. OK, merci. Ouais. Donc, on peut répéter l'exercice qu'on avait fait ici dans la colonne, deuxième colonne, mais on garde le montant de revenu minimum garanti, on le garde au même niveau. Donc, on le maintient à 7 329 et on optimise sur tous les autres paramètres du système fiscal. Donc, on trouve des résultats qui sont sensiblement les mêmes. Par contre, on va voir tantôt quels sont les impacts économiques de ces différents choix-là. Puis, on peut aussi demander à l'algorithme d'effectuer une réforme où tout le monde bénéficie. Donc, la contrainte maintenant, c'est que je ne veux pas que personne ait des pertes d'utilité, mais je veux trouver le système optimal. Donc, ça nous donne d'autres résultats. On n'a pas besoin vraiment de découvrir. Donc, ça, c'est, en fait, Donc, les taux de participation changent aussi. Oui.
Oui, les taux, c'est assez drastique. On va voir. Philippe, est-ce que tu me permets juste une Oui, clarification? absolument. Ouais. Donc, si je comprends bien, présentement, quelqu'un qui ne travaille pas a 7 300. Après la réforme, il ne travaille pas, il a 6 300, mais s'il participe, le premier dollar, il gagne 9 000. Il gagne, le premier dollar, oui. Il gagnerait 9 000. Donc, on crée une prime à la participation de quasiment 2 000. Ouais. C'est une prime très importante, oui. Okay. Merci. C'est exactement ça. OK, donc OK, on va commencer ici. On a vu cette courbe ici, plus tôt, c'est la courbe moyenne du système actuel. Puis, maintenant, on va tracer les courbes d'imposition marginale optimale pour différentes hypothèses par rapport aux préférences sociales. Okay? Donc, la première chose qu'on va noter, c'est qu'on voit le pattern en U. Ici, c'est les quantiles de la distribution. Donc, ça, c'est l'individu que le revenu le plus élevé se trouve ici. Donc, les taux marginaux les plus élevés sont au bas de la distribution. On voit que, disons, là où la densité est la plus élevée, donc c'est un espace qui est différent, mais la densité la plus élevée se trouve à peu près ici. Et c'est ici qu'on va vouloir les taux marginaux les plus bas. Et éventuellement, à mesure qu'on approche les revenus les plus élevés, on va voir commencer à les taxer de façon plus agressive encore une fois. Donc, dans tous les cas, on se retrouve là, avec un phase-out effectif là, de 85% sur ce premier euro-là qu'ils reçoivent. Il est taxé très rapidement. Puis, plus on valorise la redistribution, donc l'isoélastique ici, c'est le cas où le gouvernement a le plus grand désir de redistribuer les revenus, plus ça va pousser les taux marginaux bas ici et les augmenter ici à la toute fin. On peut aussi montrer les résultats de ces réformes-là en termes de taxes à la participation. Encore une fois, la courbe en haut, ici, c'est le système actuel. Et on voit que ces réformes sont très, très, très efficaces à réduire la taxe à la participation pour les individus à faible revenu. Et ça, c'est le canal le plus important de la réforme. Il va y avoir des taux marginaux augmentent, donc les gens vont, à la marge intensive, vont travailler un peu moins d'heures. Par contre, ça va favoriser la participation de beaucoup d'individus. Puis ça, on voit vraiment que le transfert de bénéfices qui passe du revenu garanti à la prime de travail est très, 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 très efficace pour réduire les désincitatifs à la participation. Donc ça, ici, c'est les impacts économiques de la réforme. Donc, on retourne au modèle et on fait simplement utiliser les résultats de notre réforme dans les conditions de premier ordre des individus et les contraintes agrégées. Donc, ce qu'on calcule, c'est que le système actuel, les revenus nets sont autour de 55% des revenus. Donc ça, c'est donné simplement par les statistiques de la Finlande. Le taux d'emploi est de 89%, puis on calcule un Gini de 0,25. Donc, notre première réforme ici, où on assume simplement que les préférences sociales sont isoélastiques, on atteint ici le même niveau de revenu. Donc, ça fait partie un peu de la calibration. On se dit, on va simplement considérer des réformes qui sont neutres par rapport aux revenus fiscaux. On pourrait changer ça. Une bonne idée de comment le modèle performe. Donc, il y a une augmentation des revenus en agrégé de 3,6% pour une réforme neutre. Et les heures travaillées augmentent de 4%. Il y a aussi une augmentation du taux de participation à 92%. On note aussi qu'il y a une augmentation du coefficient Gini. Donc, l'inégalité des revenus augmente un peu, Par contre, une fois donc ça, au niveau macro, peut-être les macroéconomistes se diraient, bon, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'on va augmenter l'inégalité. Par contre, notre mesure micro, elle nous permet d'établir qu'en fait, l'utilité sociale, elle augmente de 3,6%. Encore une fois, pour
une réforme qui est neutre d'un point de vue de revenu. Donc, ça nous indique qu'il y a des inefficacités qui pourraient être changées et améliorées. On peut dire qu'à bénéfice constant, donc maintenir le revenu de base aussi élevé que oui. actuellement, tu n'as pratiquement pas d'effet sur ton taux d'emploi, mais tu as le même effet négatif sur ton Gini. Oui, donc, ça c'est un. Merci de me rappeler. Bon, donc, ça c'était une des. Dans nos discussions avec le ministère des Finances, les gens étaient très réticents ou ils étaient très craintifs à l'idée de baisser les bénéfices pour les faibles revenus. Donc, on s'est dit, bon, OK, essayons de voir quel genre de réforme optimale si on maintient le transfert qu'on a appelé B, si on le maintient au même niveau. Donc, encore une fois, c'est une réforme neutre. Donc, les gains globaux de revenus sont beaucoup moindres en termes de revenus d'heure, en termes de taux d'emploi. On se retrouve encore une fois avec une augmentation du Gini, mais ici, c'est qu'en fait, en termes d'utilité sociale, on voit que ce n'est pas une réforme qui génère des gains très importants. Donc, vraiment, la clé là, dans cette calibration ici, c'est de vraiment reconcevoir le support pour les gens à faible revenu. Mais ce qui est important de se rappeler aussi, c'est que ces gens-là, comme on a vu, c'est des gens qui ont un potentiel de revenus quand même assez important. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes femmes en Finlande qui ne travaillent pas, qui ont des enfants, et qui restent à l'extérieur du marché du travail pendant plusieurs années. Donc ça, c'est le contexte finlandais. Puis donc, ces études-là permettent vraiment d'évaluer, bon, c'est quoi les trade-offs entre offrir un soutien financier à ces gens qui pourraient gagner des revenus importants et générer des bénéfices pour la société. Enfin, ce sont les résultats. Je ne peux pas intervenir tout le temps, je suis absolument. Est-ce que l'effet sur les recettes fiscales totales sont pris en compte? Si j'ai une augmentation de 3% de la population qui travaille, grosso modo, passer de 89 à 92, ça augmente le PIB. Est-ce que c'est pris en compte dans la réforme? Oui, tout est pris en compte. Encore une fois, ça retourne un peu au point que tu avais fait. On ne considère que l'impôt sur les revenus de travail, donc il n'y a pas d'impôt sur les corporations, il n'y a pas d'impôt sur les revenus de capitaux. Donc, il pourrait y avoir d'autres externalités fiscales comme ça, mais on ne les considère pas. Mais nos calculs prennent en compte l'effet de base sur le PIB et sur les revenus, prennent en compte les incitatifs. Donc, tout a été endogénisé. Donc, en fait, même si, maintenant que j'y pense, si on a le même ratio de revenus, mais notre revenu a augmenté, ça veut dire que les recettes elles-mêmes ont augmenté aussi. Mais ça, c'est des paramètres qu'on peut modifier. OK, donc ici, on montre les gains de différentes réformes par niveau de revenu. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir, qui sont exprimés en termes des revenus nets courants. Donc, on voit que les travailleurs à faible revenu gagnent beaucoup par rapport à leur niveau de revenu, qui est très faible. Donc, en termes monétaires, c'est pas aussi important, mais on voit que les formes qui sont isoélastiques ou une combinaison d'autres paramètres, ça fait en sorte que les revenus plus élevés bénéficient beaucoup, les revenus de classe moyenne bénéficient également. On va noter ici que dans nos réformes purement optimales, sans contrainte, il y a une perte d'utilité, une perte de revenus net d'environ 10 %. Donc, encore une fois, ça fait partie de l'exercice et du genre d'analyse, disons, subjective qui doivent être prises en compte. J'ai une question des entiers de revenus potentiels. Oui. OK, donc on fait une moyenne pour toutes les personnes qui ont ce revenu potentiel, aussi bien les travailleurs et... Oui, donc pour chaque travailleur, on a la condition de premier ordre qui nous permet de... Donc là, on a une condition de premier ordre qui nous est donnée par notre modèle. Donc, on observe leur revenu, on observe leur taux marginal effectif. Et donc, ça nous permet d'avoir le taux d'habileté de cet individu.
Ensuite, on a notre procédure d'imputation pour ceux qui ne travaillent pas, qui est basée sur les taux d'emploi par niveau d'éducation avec un estimateur. Ça m'échappe. Puis ensuite, en fait, je ne me rappelle pas si l'axe c'est toujours en termes de revenus ou en termes d'habileté. Les résultats, une fois que le modèle a été dérivé, les résultats sont assez semblables. Ça ne change pas vraiment les courbes. Oui. Juste une question sur le modèle. Parce que finalement, si je comprends bien, les personnes à faible revenu, finalement, elle, avec cette réforme, elles vont gagner beaucoup. Là, elles gagnent beaucoup. Oui. Les études qui montrent qu'en Finlande, la Finlande fait partie des pays de l'OCDE avec un taux d'informalité le plus élevé. En Finlande? Oui. OK. Et du coup, parmi les incitatifs à ne pas travailler, justement, il y a le transfert et le fait de gagner beaucoup, justement, sans travailler. Et là, ce que je me dis, c'est que finalement, dans le modèle et dans les préférences des est-ce que justement cette partie-là est prise en compte? Parce que finalement, on travaille un peu, même si je peux en travailler un peu, qu'est-ce qui va m'inciter finalement à travailler alors qu'on est dans un pays où justement les personnes vont beaucoup dans l'économie informelle? C'est un bon point, c'est un bon point que tu soulèves. C'était une des raisons pour laquelle je voulais venir présenter, pour pouvoir avoir ce genre d'idée-là. Donc, c'est pas inclus dans le modèle, il n'y a pas d'informalité, mais ça serait un développement du modèle de Merlis très intéressant. À quoi ressemble le problème du gouvernement une fois qu'on n'a plus d'informations sur le taux réel de revenu d'un individu? Si le gouvernement pense que le revenu c'est zéro, mais en fait, cet individu est en mesure d'obtenir des revenus ailleurs. Bon, comment ça affecte le problème du gouvernement? Donc, le défi est lancé, mais c'est une bonne question. OK. Donc, on note aussi que la réforme où on maintient le bénéfice hors travail constant, encore une fois, les hauts revenus bénéficient, les travailleurs à faible revenu bénéficient. Maintenant, ceux qui ne travaillent pas, on maintient leur revenu constant, donc il n'y a pas de changement. Par contre, ce sont les travailleurs classe moyenne inférieure, disons, qui sont pénalisés sous cette réforme. OK, donc, on travaille, donc on a montré des courbes de taux marginaux qui sont extrêmement élevés. Donc, déjà à 70 %, c'est très élevé, mais on dit, bon, il faut l'augmenter encore plus, il faut aller à 85-90 % de taux marginal d'imposition effectif. Donc, ça, on le sait que ça va avoir un effet négatif sur l'offre de travail. Et en fait, on le voit bien ici. Donc, ça, c'est cette courbe ici, encore une fois, on a les quantiles. Et on voit le changement de revenu qui est déterminé par la marge de participation. Donc, à un niveau de revenu, on peut noter quels sont les changements et combien de ce changement ici, qui est total, provient d'un taux de participation qui est plus élevé et combien provient d'un effort de travail qui diminue. Donc, ces taux marginaux d'imposition imposent une pénalité et diminuent l'effort de travail. Ça, c'est indéniable, puis on s'attendrait à ce que cet effet-là soit là. Par contre, changer les incitatifs à la participation complètement surpasse de beaucoup les effets nets en termes de revenus par niveau de travail. Puis, bon, à mesure qu'on monte, ces effets-là, l'effet selon la marge de participation diminue et les taux marginaux qui sont plus bas dans le haut de la courbe des revenus ici contribuent maintenant à augmenter les revenus. Quel scénario? Donc, ça, c'est pour la réforme isoélastique. Pour la réforme qui était hors gain, qui était Pareto. Oui. Je viens de comprendre, ça c'est pas Pareto parce que je veux dire, par quantile, oui, mais par individu, non. C'est pas Pareto parce que les gens qui ne travaillent pas perdent. C'est la seule raison pour laquelle c'est pas Pareto. OK. Oui. Je veux savoir si on a une idée du pourcentage, par exemple, d'impôt sur les revenus dans l'assiette fiscale totale.
Et aussi, deuxième question, c'est l'élasticité des autres taxes par rapport aux deux. Parce qu'il y a cet aspect des frais d'entraînement dont Mario a parlé. Le dernier aspect pour moi, c'est au niveau statique du modèle. Je sais qu'on va faire le plus simple, mais est-ce que l'État, on veut maximiser le bien-être social, mais est-ce que dans sa contrainte budgétaire, est-ce qu'il tient compte de sa contrainte budgétaire? Parce que si on est au niveau statique, la contrainte, elle reste la même. Maintenant, il peut y avoir peut-être des impacts au niveau de la contrainte, notamment les questions d'enlèvement. Est-ce que, je me dis, résoudre un problème de Ramsey au niveau dynamique, les résultats en termes de bien-être peut-être. OK. Donc, clarifier, le système qu'on considère dans notre calibration, c'est l'impôt sur le revenu de travail. Donc, en Finlande, comme dans les autres pays nordiques, l'impôt consiste en deux parties. Il y a un impôt sur les revenus de capitaux, qui est un impôt plat, les revenus d'intérêt, les revenus d'investissement, de loyer, etc. C'est plat. Et ensuite, une composante qui s'applique aux revenus de travail. Donc, on ne considère que la composante qui s'applique aux revenus de travail. On ajoute à ça les contributions pour la retraite, pour les soins de santé et les taxes de consommation. Donc, en fait, ça couvre une très large part de l'assiette fiscale totale. J'ai pas fait l'analyse, je ne saurais pas vraiment comment répondre à ta question sur, disons, les fiscal spillovers à d'autres types d'impositions, mais ce que je peux dire, c'est qu'on couvre une part très importante. Finalement, juste pour clarifier encore une fois, le problème d'optimisation du gouvernement, on inclut comme paramètre un niveau de recette cible. Donc, quand je mets mon chapeau de microéconomiste, je dis, bon, ça c'est fixe, ça m'est donné, ça, par l'environnement. Puis, étant donné une cible, je vais vous donner quel est le système optimal. Donc, le macroéconomiste, lui, dirait, bon, cette cible-là doit varier ou peu importe. Donc, on le traite comme un autre problème. Moins de 15 minutes. OK, parfait. Donc, j'arrive à ma partie préférée. Donc, il nous reste encore quelques minutes. OK. Donc, j'ai pas vraiment donné une description très approfondie des préférences sociales. Okay? Je vous ai expliqué que, en bien des cas, on considérait des fonctions d'utilité sociale iso-élastiques. Mais en fait, la formule de Merlis nous permet d'estimer, à partir de données, quels sont les paramètres de la fonction de préférence sociale. Donc, l'idée, c'est simplement d'inverser le problème. On dit, bon, on observe les taux courants qu'on avait sur le côté gauche, je ne retournerai pas, mais qu'on avait sur le côté gauche de l'équation. On a tous les autres termes qui sont tous observables, sauf les termes qui représentent la fonction d'utilité et des préférences sociales. Ça, on ne l'a pas. Donc, au lieu d'assumer quelles sont les préférences sociales, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire quelles sont les préférences sociales qui nous permettent d'expliquer la structure des taux d'imposition qu'on observe. Puis, donc ça, c'est un exercice qui peut être fait directement à partir de données. Il y a eu plusieurs papiers sur l'approche. Une des contributions, je pense, de notre papier, c'est qu'on est capable de le faire avec une marge de participation qui n'avait pas été faite. Donc, ça, c'était très intéressant de pouvoir concevoir ça. Donc, ça, c'est, disons, la courbe ici en rouge sont les Social Welfare Weight. Okay? Donc, ça quantifie les préférences sociales pour la consommation marginale d'un individu qui est au 50e quantile ou un individu qui est au 10e quantile ici. Donc, on va regarder un peu les caractéristiques de cette courbe-ci. Donc, ce qu'on note, c'est que, comme on a vu dans notre tableau de résultats, c'est qu'il y a une très forte préférence qui est donnée aux individus qui ne travaillent pas, quand on les compare aux individus qui travaillent, mais qui ont des très faibles revenus. Okay? Donc, dans un cas, on assigne un poids de 5 sur la consommation marginale d'un individu qui ne travaille pas, mais on ne donne aucun poids à la consommation marginale d'un travailleur à faible revenu.
Okay, donc ça dénote une certaine incohérence dans le système actuel qu'on voit. Ensuite, on va noter que de façon générale, au-delà de cette anomalie ici, de façon générale, cette courbe-là va être descendante. Okay? Donc, à mesure qu'on augmente dans l'échelle des revenus, les poids, les social welfare weights vont diminuer. Et au-delà du 80e quantile, ces poids-là sont négatifs. Ça veut dire que le gouvernement préférerait diminuer la consommation des hauts revenus en Finlande. Okay? D'après la calibration qu'on a faite, d'après notre modèle. Puis ça, c'est en fait, on se retrouve du mauvais côté de la Laffer curve, si vous êtes familier avec cette idée-là. C'est que si on diminuait les revenus, on pourrait augmenter l'utilité sociale. Si on diminuait les impôts prélevés, si on diminuait les revenus, on pourrait augmenter l'utilité sociale. Donc ça, c'est encore une fois une incohérence que on voudrait peut-être soit améliorer le modèle ou améliorer le système d'imposition. Donc, on peut aussi. Donc, j'ai utilisé là, dans ma présentation un coefficient d'aversion à l'inégalité de 1,9. Ce qu'on peut faire, c'est on peut dire, bon, à travers tout ça, on le sait que le gouvernement a quand même une fonction d'utilité sociale isoélastique. Donc, on va faire un problème de minimisation de distance, puis on va trouver la courbe qui est la plus près de celle-ci. Puis la différence entre la courbe rouge et la courbe bleue, ce sont les poids exogènes qu'on a vus précédemment, les oméga, le terme oméga. Donc, ça peut, ces deux courbes-là peuvent être rationalisées, puis on va dire, on va corriger, les réformes vont servir à corriger ces incohérences-là qu'on observe, et on va modifier les social welfare weights et les inclure dans notre formule pour nous donner les réformes. OK? Donc, j'espère que ça... puis finalement, le dernier résultat que je veux vous montrer, c'est un résultat qui est intéressant, c'est donc un des ingrédients cruciaux dans la calibration, c'est le niveau des élasticités. Puis si on fait l'hypothèse que les élasticités sont plus élevées, ça veut dire qu'on va avoir besoin de taux marginaux plus faibles. Okay? Donc avec le rule of thumb, donc s'il y a une base d'imposition qui a une élasticité élevée, on veut la taxer à un niveau moindre. Ce qui est intéressant, une fois qu'on fait l'estimation des social welfare weights, c'est que le système optimal change relativement peu malgré des hypothèses sur les élasticités qui sont très différentes. Donc, on peut les réduire, ça c'est notre calibration de base. On peut les réduire de moitié ou les augmenter de 50% ou de 100%. Puis en fait, ce qu'on trouve, c'est que l'échelle des taux marginaux est relativement stable parce qu'on se retrouve avec des coefficients d'aversion à l'inégalité qui sont différents. Donc, il y a comme une sorte c'est en boucle un peu. Donc, ce qu'on découvre, c'est que le système et le modèle de Murley, en fait, est beaucoup plus robuste à certaines des hypothèses qu'on aurait pu le penser de façon initiale. Donc, si on pense que les élasticités sont plus faibles, donc c'est une constante d'aversion à l'inégalité qui devient plus faible pour rationaliser le système actuel. Et ensuite, on refait l'optimisation. Si c'est le contraire, c'est en fait les élasticités sont plus élevées qu'on pensait. Ça veut dire que le gouvernement, en fait, devrait être plus averse à l'inégalité qu'on le pensait. Et nos recommandations de politique restent sensiblement les mêmes. OK, donc je vais finir avec cette diapo ici. Donc, les recommandations qu'on avait formulées à l'époque, c'était d'augmenter la prime au travail, puis de faire ça de pair avec une perte progressive, donc le phase-out beaucoup plus rapide que ce qu'on observe aujourd'hui, pour s'assurer que ces bénéfices sont bien ciblés, puis préserver la soutenabilité fiscale. Ça a un effet très important sur la participation, qui a des effets bénéfiques sur les revenus et sur les recettes globales. Finalement, le niveau d'assistance sociale, ce qu'on a proposé, c'était de diminuer ce niveau-là qui est disponible à ceux hors marché du travail. Par contre, on notait à l'époque que la plupart de ces individus-là qui sont hors travail, 75%, ce sont des conjoints, donc leurs conjoints travaillent. Donc,
l'analyse, ce n'est pas tout à fait exact de considérer que ces gens-là seraient pauvres et sans le sou si on diminuait. Dans bien des cas, ils ont accès aux revenus d'un conjoint. Une proportion relativement importante sont très qualifiés. Donc, il y a des observations qu'on avait faites à l'époque. Puis, l'autre résultat important qu'on trouve, c'est que ce serait optimal de baisser les taux marginaux pour les travailleurs de la classe moyenne. Et ça aurait un effet positif sur les gens travaillés qui augmenterait les revenus et le PIB. Puis finalement, on documente ici quels sont les impacts économiques de ces différentes réformes. Donc, je vais conclure là-dessus. S'il y a des questions encore ou des commentaires, il nous reste 1 minute ou quelques minutes. Ce qui m'avait frappé dans la graphique initiale, c'était les taux d'intérêt, les taux d'imposition de plus de 100%. Oui. Donc je pense ici, dans les recommandations, on parle un petit peu parce que c'est l'allocation parentale, l'assistance employée qui se cumulent, je pense, pour arriver à ce. C'est exactement ça. Mais est-ce que vous avez fait plus de travail pour regarder un petit peu les différents éléments? Est-ce qu'on peut intégrer ça dans le modèle pour dire, OK, est-ce qu'il faut juste avoir un maximum, disons? Donc, la théorie. Le fait qu'en fait, il y a vraiment des bénéfices qui sont très hétérogènes. OK, si je comprends bien. Donc, il y a l'hétérogénéité, ça reflète. Je pense que ça reflète un manque dans le modèle de considérer d'autres dimensions. Donc, le modèle de Mirrlees devient extrêmement compliqué une fois qu'on relaxe. Bon, par exemple, il y a un Econometrica 2014 sur les couples. Donc, si on ajoute la dimension des couples, on n'a pas de résultats empiriques sur un système optimal des couples. Donc, ça nous permettrait d'explorer cette hétérogénéité-là et d'avoir des vues sur comment faire des réformes. Il y a des modèles maintenant qui incorporent en équilibre général où les salaires deviennent endogènes. Ça serait poursuivre les recherches là-dessus. Donc, maintenant, en termes des programmes spécifiques qui contribuent à ces taux au-delà de 100%, ça, on n'a pas continué d'explorer ça. Ça devient très, très, très spécifique au cas de la Finlande. Il faut comprendre, pour pouvoir lire le finlandais, il faut comprendre quels sont les programmes, comment les ajuster. Donc, le modèle n'a pas tant de choses à dire. Ce que le modèle nous dit, c'est qu'il faut une enveloppe. On trouve le taux effectif, puis ensuite, comment vous voulez organiser les différentes contributions, c'est votre question à vous. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, vous avez parlé des services de garde d'enfants, mais la Finlande est comme le Québec, fait face au problème du vieillissement de la population. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une clé aussi, le fait qu'il y a du travail invisible pour s'occuper des personnes qui ont besoin d'assistance? Ça, c'est un bon point. La question, ce serait de savoir à quel point ça pourrait influencer les mesures de distribution de revenus ou les mesures aussi comment calculer les taux d'imposition effectifs. Ça, c'est une bonne question. On ne l'a pas regardé ça pour l'instant. C'est un bon point. En fait, ma question avait un peu dans ce sens, dans la mesure où je voulais me focaliser sur le nombre d'enfants. Vu que vos résultats portent sur la participation à la marché du travail et aussi l'intensité du travail, mais moi je me demandais est-ce que votre modèle tenait compte de base du nombre d'enfants que les personnes ont parce que ça pourrait influencer le résultat. Encore une fois, c'est une dimension qu'on n'explore pas dans le modèle. On n'a pas de résultat théorique sur. Parce que l'idée, c'est vraiment, dans le travail qu'on fait, nous, c'est d'utiliser un modèle qui nous permet d'avoir des recommandations concrètes. Donc, on dit il faut augmenter la prime au travail de X. Bon, les gouvernements peuvent faire ce qu'ils veulent, mais nous, c'est notre contribution au débat de politique. On dit qu'il faut diminuer les taux marginaux d'imposition pour la classe moyenne. Nos résultats indiquent qu'on pourrait les diminuer de 5%. Donc, on a besoin d'avoir un modèle qui peut être applicable, qui peut être opérationnalisable. Puis on n'a pas ces modèles-là avec d'autres dimensions d'hétérogénéité contre les enfants. Mais c'est des questions super intéressantes. Mais pour le travail qu'on fait, on n'est pas en mesure de répondre.
Il y a peut-être quelqu'un ici qui va voir tout ça. Absolument. Oui, on a le temps pour une dernière question. Oui. C'est par rapport à votre dernier point, lorsque vous évoquiez le fait que la réforme fiscale pour augmenter les revenus des travailleurs. Ouais. Et justement, lorsque vous évoquez cette recommandation, est-ce que vous prenez en compte la taxe moralité? C'est-à-dire que, comme finalement, augmenter le revenu, ça va forcément augmenter la niveau d'imposition, mais qui va être limité par la compliance des citoyens à payer ce niveau de taxe. Est-ce que justement, dans cette recommandation-là, vous captez les effets de taxe morale? Ouais. Non, on assume que c'est des bons Scandinaves qui payent leur impôt. C'est pas une dimension de Merci beaucoup. Merci beaucoup.